Jeudi 3 avril 2003, à Sanary-sur-Mer, dans le Var. Il est 11h38 quand le brigadier-chef Claude Ripolès reçoit un appel des pompiers. 2 adolescents viennent de retrouver leur mère morte dans la maison familiale. Quand on m'appelle, je suis au commissariat de Sanary, je suis de permanence, et c'est pour une femme pendue à Sanary-sur-Mer. Les pompiers sont intervenus, n'ont pas touché au corps et demandent la présence d'un officier de police judiciaire pour les premières constatations. Mais quand les pompiers transmettent aux policiers l'adresse où le drame s'est déroulé... Je fais de suite le lien avec Madame Ternic, parce que je connaissais un peu cette personne qui venait régulièrement déposer plainte au commissariat, qui avait des gros problèmes avec son mari, Monsieur Anton Ternic, pour le divorce. Donc, et je sais qui je vais découvrir. C'est pas une autre personne que Madame Ternic, malheureusement. Donc, je me prépare. Arrivé sur place, Claude Ripolès est dirigé vers l'endroit où le corps a été découvert. Un appartement attenant à la villa des Ternic, qui sert à la location, mais qui est vide à ce moment de l'année. Il faut y aller, il faut être fort, il faut y aller. Hein. On n'a pas le choix. Hein. On rentre un peu dans l'obscurité, mais il ne fait pas un noir complet. Hein. Et je constate que le corps est bien pendu avec un pied au sol et un pied sur un rebord de chaise qui se trouve à 30 cm du corps de Madame Ternic. La position n'est pas classique, mais on a déjà vu des pendaisons comme ça. Le policier examine rapidement le corps et constate qu'il s'agit bien de Chantal Ternic, la femme de 48 ans qu'il connaît. Son corps gît au bout d'une corde attachée à une balustrade. Elle est habillée d'un pantalon sombre, un peignoir de bain. Ses pantoufles sont correctement rangées juste à côté de la chaise. Comme le veut la procédure, un médecin légiste est appelé sur les lieux pour déterminer les causes du décès. En attendant son arrivée, Claude Ripolès recueille les premiers témoignages des enfants de la victime, des jumeaux âgés de 14 ans. Ces derniers expliquent qu'ils étaient sans nouvelles de leur mère depuis la veille à 17 h. La journée, ils sont allés faire du surf sur Portisol, après ils sont rentrés. Donc là, ils se sont un peu inquiétés que la mère n'était pas au domicile. Après, ils savaient que de temps en temps, elle allait faire un tour sur le littoral un petit peu promener. Les 2 garçons ont attendu leur mère toute la soirée du 2 avril, puis toute la nuit. Le lendemain matin, ne la voyant toujours pas rentrer, ils ont décidé de fouiller la maison, et notamment l'appartement indépendant adossé à la villa. C'est là, aux alentours de 10 h du matin, qu'ils ont découvert le corps sans vie de leur mère pendue. Avant les opérations de levée de corps avec le médecin légiste, donc je fais une visite domiciliaire pour voir si je trouve des boîtes de médicaments, de l'alcool ou même s'il y a un mot. Hein. Il n'y a rien de particulier, tout est rangé, tout est propre, il n'y a rien du tout. Pas d'éléments suspects, quoi. Donc moi je pars sur une thèse de suicide en attendant les constatations du médecin légiste. À 12h30, Étienne Alliot, médecin légiste, arrive sur place. Avant de procéder à la levée du corps, l'expert décide de photographier la scène. Je prends toujours des photos, ça me permet à moi de fixer la scène de fait, c'est-à-dire que si j'ai un doute lors de mon examen ultérieur ou de lors d'autopsie, je peux comparer avec certitude les éléments photographiques et ce que je trouve à l'autopsie. Concernant une pendaison, ce qui est important, c'est de voir la position du corps, les zones d'appui, le nœud tel qu'il est placé et la fixation du lien. Le légiste analyse ensuite la position de la victime, dont un pied touche le sol, tandis que l'autre repose sur le rebord d'une chaise. C'est une pendaison sans particularité. On a toujours l'impression que le pendu doit être suspendu à sa corde. Ce n'est pas forcément toujours le cas. Et beaucoup des pendus sont avec un pied ou les 2 pieds, ou même à genoux, avec un contact avec le sol.
Pour poursuivre l'examen, la corde est coupée et le corps allongé sur le sol. Au vu des rigidités cadavériques, le légiste établit que la mort a dû se produire plusieurs heures auparavant, soit probablement au cours de la nuit. Puis l'expert recherche les lividités révélatrices de la position de la victime au moment de sa mort. Les lividités, c'est le dépôt du sang dans le corps lorsqu'il n'est plus soumis qu'à la force de la gravitation. Donc quand vous êtes en position debout, je vais avoir un dépôt des cellules sanguines dans les jambes, dans les chevilles, au niveau des mains. Donc je vais avoir un aspect renforcé de la couleur rouge, si vous voulez, au niveau des mains et des pieds. Il serait totalement aberrant si je retrouvais, par exemple, des lividités dans le dos. Ça voudrait dire que le corps a été posé un certain temps sur le dos avant d'être pendu. Les lividités constatées par le légiste indiquent que Chantal Ternic est morte alors que son corps était bien en position verticale. Quant au sillon laissé par la corde autour du cou, il ne soulève aucune question particulière. Dans une pendaison, il doit être oblique en haut et en arrière, c'est-à-dire compatible avec une suspension, si vous voulez, avec un point fixe qui est au-dessus de la tête. Chez Madame Ternic, j'avais pas d'éléments qui puissent me faire dire qu'on l'avait pendue. De la même manière, la suite de l'examen ne révèle aucune trace ni aucun indice faisant penser que le corps de Chantal Ternic ait pu être placé là après sa mort. Je ne retrouve pas d'éléments qui puissent m'indiquer qu'il y ait eu avant le décès une lutte. J'ai pas de traces de coups, j'ai pas de choses particulières. Donc je dis que Madame Ternic est décédée au cours d'une pendaison compatible avec un suicide. Pour Claude Ripolès, ce scénario est d'autant plus plausible que le policier connaît la situation très conflictuelle du couple Ternic. Madame Ternic subissait un harcèlement assez violent de la part de son mari. Ils étaient en instance de divorce. Et je pense qu'elle n'a pas supporté ce conflit perpétuel avec son mari, quoi. Et je pense que la situation devait être de plus en plus pesante pour cette personne. Avant de quitter les lieux, le policier décide de récupérer la corde qui a servi à la pendaison. Je l'ai conservée dans un local pour les pièces à conviction. Donc je n'avais aucune consigne particulière pour cette corde. Mais sachant que peut-être il y avait des gens qui seraient mécontents de cette enquête, j'ai préféré la conserver. Effectivement, dès l'annonce du décès de Chantal Ternic, son frère, Jean-Antoine Richard, réfute catégoriquement la thèse du suicide. Ma sœur n'avait aucune raison de se suicider. Elle avait d'une part beaucoup de projets. Elle était dans un processus dynamique et elle m'avait écrit des lettres dans lesquelles elle me disait qu'elle allait enfin, avec son divorce, pouvoir tourner cette terrible page de sa vie et que son calvaire était enfin terminé. Le 10 avril 2003, soit une semaine après la mort de Chantal Ternic, ses proches, persuadés qu'elle n'a pas pu mettre fin à ses jours, déposent une plainte pour assassinat contre son mari Anton. Car depuis qu'elle avait entamé une procédure de divorce 2 ans auparavant, la femme subissait de la part de son mari un harcèlement permanent. Ternic, effectivement, harcelait ma sœur avec des appels malveillants. Il pouvait l'appeler 100 fois dans la journée et il considérait qu'il était inconcevable qu'elle aille au bout de ses procédures. Et c'est ce contexte qui nous a amenés à déposer plainte, mon père et moi-même, contre Anton Ternic personnellement, parce qu'effectivement, on aurait pu déposer plainte contre X, mais nous voulions en cela marquer à la justice notre persuasion de la culpabilité de Ternic. Dès le lendemain, le parquet, qui venait de classer le dossier faute d'éléments suspects, ouvre une information judiciaire. Il remet ainsi en question les premières conclusions des policiers.
J'étais un peu vexé, oui, parce que c'est une enquête où on a répété qu'elle a été bâclée, mais il n'y avait aucun élément particulier suspect qui pouvait penser que c'était autre chose qu'un suicide, quoi. Le parquet était au courant du conflit, du contexte, mais il ne veut vraiment aucun élément à charge contre M. Terny. Le parquet décide que ce sera le même service de police de Sanary-sur-Mer qui poursuivra l'enquête et lui ordonne aussitôt une perquisition du domicile de Chantal Ternic. Je ne voulais pas être saisi de cette commission rogatoire, donc je me suis détaché un peu de cette affaire. C'est mon responsable d'unité qui a pris cette commission rogatoire. Donc moi je les ai assistés pour faire la visite, donc pour leur dire l'emplacement du corps, où était la chaise. J'étais présent, mais c'est vraiment mes collègues qui ont fait la perquisition. Des techniciens en identification criminelle commencent par rechercher des empreintes digitales sur la chaise retrouvée à côté du corps. Ces indices pourraient confirmer ou infirmer la thèse du suicide. Généralement, dans ce cas de figure, la localisation des empreintes, c'est beaucoup plus probable de les trouver sur un dossier ou sur l'assise plateau, puisque la personne a touché cette chaise, ne serait-ce que pour monter dessus et se pendre. En plastique blanc, la chaise offre un support lisse qui s'avère idéal pour prélever des empreintes digitales. Mais étonnamment, les experts ne retrouvent aucune empreinte sur la chaise, pas même celle de Chantal Ternic. Cette absence d'empreinte digitale laisse penser que c'est quand même suspect et qu'on ne peut pas s'interdire d'aller dans l'hypothèse de travail d'un suicide déguisé, d'une affaire criminelle. Qui a mis cette chaise-là? Qui a mis cette chaise-là? A priori, c'est Chantal Ternic, si elle s'est suicidée. On la trouve, elle n'a pas de gants. Elle n'a pas de gants. Il n'y a pas d'empreinte digitale. Elles ont été effacées. J'ai beaucoup de mal, moi, à croire à la thèse selon laquelle des empreintes papillaires aient disparu sans qu'un tiers à la scène ne soit venu maquiller son crime. En poursuivant la perquisition, les policiers découvrent dans le sac à main de Chantal Ternic une ordonnance pour des antidépresseurs. La prescription date du 24 mars, soit 9 jours avant sa mort. Et ce n'est pas tout. Les enquêteurs retrouvent également un devis au nom de Chantal Ternic, édité 4 mois plus tôt. Il concerne la construction d'une stèle au cimetière de Toulon, comme si la femme cherchait à organiser ses obsèques. C'est quand même une approche éventuelle pour un suicide. Ça me confortait dans cette idée-là. Visiblement, elle ne se sentait pas bien. Elle devait effectivement être dans une phase un petit peu délicate. Est-ce que ça conduit forcément au suicide? Permettrait d'en douter. Pour tenter de percer le mystère de la mort de Chantal Ternic, les enquêteurs décident d'auditionner ses proches. Ils veulent en savoir plus sur sa vie et sa personnalité. C'était une personne extrêmement douce, très sociable, pour qui la famille et les amis avaient beaucoup d'importance. Elle était très exigeante en matière d'amitié. C'était par ailleurs quelqu'un d'enjoué, quelqu'un qui s'intéressait à beaucoup de choses. Elle avait voyagé. Originaire de Toulon, Chantal a rencontré son futur mari en Allemagne, où tous deux étaient étudiants. C'était en 1975 et la jeune femme avait alors 20 ans. Lui, il était en mathématiques, elle était en littéraire. Une belle petite jeune fille brune, très très bien habillée, il avait vite repéré. Pour elle, comme pour lui, c'est un véritable coup de foudre. Monsieur Ternic est quelqu'un qui vient de Slovénie, et il apparaît comme quelqu'un d'un complètement atypique. Et cette femme qui était une fille un petit peu de la bourgeoisie est subitement subjuguée par ce costaud, un peu rêveur, et elle tombe dans ses bras. Elle avait eu des petits copains, mais comme ça, finalement, le premier amour, c'est lui. Le couple se marie et s'installe rapidement à Sanary-sur-Mer,
dans une grande villa offerte par le père de Chantal. De leur union vont naître 3 enfants, une fille et des jumeaux. C'était ce qu'on peut appeler une mère poule, qui résume à peu près tout. Elle était très soucieuse de ses enfants, très proche de ses enfants. Et puis ma sœur était quelqu'un d'extrêmement affectueux. Cette mère de famille aimante apparaît aussi comme une femme épanouie, avec une vie sociale bien remplie. Elle sortait beaucoup, elle suivait des cours de danse, elle était très curieuse. C'était quelqu'un qui était très vivant, très agréable à vivre. Mais depuis quelques années, les relations entre Chantal et son mari s'étaient visiblement dégradées. Il a toujours été très jaloux. Toute la nuit, il lui passait des interrogatoires. Combien d'amants tu as eu? Il ne se met jamais en cause. Il ne peut pas considérer qu'il a tort. Donc sa femme ne supportait plus. À un moment donné, on explose devant cet homme-là. Entre 1998 et 1999, Chantal Ternic demande le divorce à 2 reprises avant de se rétracter sous l'insistance de son mari. Ternic l'avait dissuadée de continuer ses procédures. Au départ, elle était très ferme, mais il la suivait partout. Je vais changer, je t'assure, ça va être comme avant. Et elle se laissait chaque fois bercer par ses belles paroles. Et elle disait, il va changer, etc. Mais en avril 2001, soit 2 ans avant sa mort, Chantal Ternic entame sa 3e procédure de divorce. Et cette fois, elle semble déterminée à aller jusqu'au bout. Ma sœur avait acquis la conviction, nous en avions parlé, qu'elle ne pourrait jamais être heureuse avec lui. Chantal, alors là, pour la dernière procédure, était absolument décidée. Elle n'a jamais voulu renoncer. Ça, c'était indéniable, parce qu'elle commençait à vraiment voir qu'elle ne l'aimait plus. Selon plusieurs témoignages, Chantal Ternic se projetait même dans sa nouvelle vie à venir. Ah oui, elle avait une énergie dès qu'elle imaginait sa vie, donc à savoir d'abord fêter son divorce, c'était son premier projet, ensemble, au restaurant. Elle voulait installer une galerie d'art, reprendre le métier d'enseignante. Ce à quoi on s'était attelé, le dernier jour on préparait son dossier, la veille de sa mort. Elle avait décidé de reprendre sa vie en main. Ainsi, la veille de sa mort, Chantal Ternic semblait gaie et pleine de projets. Pourquoi alors mettre fin à ses jours moins de 24 heures plus tard? Petit à petit, dans l'esprit des enquêteurs, le doute s'installe quant au suicide de Chantal Ternic. Mais aucun indice matériel n'apporte la preuve de l'intervention d'un tiers. Le 2 juillet 2003, soit 3 mois après le drame, le juge d'instruction prend alors une mesure exceptionnelle. Il ordonne l'exhumation du corps en vue d'une autopsie. Pour le docteur Alliot, qui avait effectué les premières constatations au moment de la découverte du corps, ce nouvel examen s'avère particulièrement délicat. Le corps, au bout de 3 mois, est dans un état de putréfaction qui est très important, c'est-à-dire que les tissus sont plus du tout sous forme de tissus, mais sont liquéfiés, sont putréfiés. L'enveloppe du corps en elle-même est très altérée, donc en fait, on ne retrouve pas beaucoup d'éléments. Pour approfondir son examen, le médecin légiste peut cependant se baser sur l'observation de certains os. L'osioïde, c'est un os fragile qui est ici, au niveau de la gorge. Cet os peut être fracturé. Alors, il peut être fracturé lors d'un mécanisme de strangulation, donc avec une intervention extérieure. Il peut être fracturé lors de la pendaison, mais c'est plus rare, mais c'est possible. Et justement, le légiste ne relève sur cet os ni lésion, ni fracture,
ce qui lui semble compatible avec une pendaison. L'autopsie se poursuit par un examen du crâne. Mais là encore, l'expert ne remarque aucun hématome ni aucune fracture qui pourrait indiquer une agression. Ses conclusions sont claires, rien ne vient contredire la thèse du suicide. Pour le moment, les enquêteurs ne disposent d'aucun indice matériel qui prouve l'intervention d'une tierce personne dans la mort de Chantal Ternic. Il y a bien la chaise en plastique retrouvée à côté du corps, mais le fait qu'aucune empreinte digitale n'ait été retrouvée sur cette chaise ne constitue pas la preuve formelle d'un geste meurtrier. Pour poursuivre leur enquête, les policiers décident de s'intéresser à la vie du mari de la défunte, Anton Ternic. Tous ceux qui ont vu le couple se former 28 ans auparavant sont alors interrogés. Dès les fiançailles, déjà, je pensais que la relation allait s'arrêter. Parce qu'il y avait eu déjà beaucoup de disputes. Alors j'ai dit, mais si déjà vous commencez comme ça commence mal. Il me dit, oui, mais il se sent pas à l'aise, tu comprends. Il a honte de son milieu modeste, tout ça. Donc elle lui trouvait toujours des excuses. Mais une fois on va être mariés, ça sera mieux, tout ça. Malheureusement, le mariage n'arrange rien. Et au fil des mois, Anton Ternic se montre de plus en plus autoritaire. Toutes les personnes qui ont eu à le côtoyer le décrivent pour ce qu'il est, à savoir un véritable despote qui n'a de cesse que d'imposer sa volonté aux autres. Très énervé, très dictateur dans sa façon de parler. Il voulait toujours avoir raison. Voilà, c'est quelqu'un qui veut avoir raison. Le caractère irascible d'Anton Ternic est tel qu'il lui attire même des problèmes dans sa carrière d'enseignant. Il avait une attitude extrêmement agressive et asociale, à la fois avec la hiérarchie, les collègues et les élèves, ce qui a amené certains parents à déposer des plaintes. Il refusait toute autorité hiérarchique et il a eu des rappels à l'ordre de la part des chefs d'établissement. Il y a eu des rapports de l'inspection d'académie sur la façon dont il se comportait avec les élèves, directives, violents, c'était presque des camps d'entraînement militaire, quoi, c'est court. En avril 2001, l'éducation nationale finit par prendre une mesure rarissime. Pour l'écarter de l'enseignement, Anton Ternic est placé d'office en congé maladie longue durée. Et ça, c'est une atteinte à sa personnalité, c'est une atteinte à son pouvoir, c'est une atteinte à ce qu'il est. Et là, de ce côté-là, il perd certainement un de ses attributs les plus importants pour lui, qui est de s'affirmer. L'homme est d'autant plus atteint dans son ego qu'au même moment, sa femme, plus déterminée que jamais, lance sa 3e procédure de divorce. Il y a pour Anton Ternic un renversement en quelque sorte d'autorité. Un renversement de pouvoir, c'est elle qui a pris une décision qui va s'imposer à lui. Ainsi mis en échec dans son couple et dans son travail, Anton Ternic refuse la moindre négociation avec sa femme. Le divorce, c'est non, de son point de vue, ça doit être non, et en réalité, cela ne va faire qu'exacerber sa volonté de domination à l'égard de celle qui, selon lui, sera toujours sa femme, jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Malgré tout, en avril 2001, Anton Ternic accepte de quitter le domicile familial. Mais dès cet instant, la vie de Chantal Ternic, désormais seule avec leurs jumeaux, devient un véritable cauchemar. Il a persécuté nuit et jour pour l'empêcher de dormir, pour la rendre folle. Si elle ne dormait pas, il savait que ça jouait sur ses nerfs. Il rôdait en permanence dans les parages. Ma sœur disait d'ailleurs qu'elle se sentait éjectée de chez elle. Et une fois, des amis qui habitaient à 800 mètres l'ont recueillie en chemise de nuit et pieds nus en pleine nuit parce qu'elle avait été agressée par Ternic à son domicile. C'était une femme absolument apeurée. Elle avait absolument maigri. De la petite jeune femme potelée, elle était tombée jusqu'à 37 kilos. On était suivis de partout. On allait dans les rues de Toulon. Dès qu'elle apercevait sa voiture
Elle se mettait à trembler comme ça, à pleurer. C'était impressionnant. Pendant 2 ans, Chantal Ternic dépose contre son mari pas moins de 16 plaintes pour harcèlement et violence. Finalement, Anton Ternic se voit frappé d'une interdiction d'approcher le domicile conjugal. Une interdiction qu'il viole de très nombreuses fois, jusqu'à son arrestation par les policiers de Sanary-sur-Mer en septembre 2002, soit 7 mois avant la mort de sa femme. Il a été placé en garde à vue. Au moment de l'entendre, il a refusé, il s'est entêté, puis il s'est mis à coucher par terre. Il a fallu qu'on l'évacue et qu'il aille à l'hôpital. Anton Ternic finit hospitalisé d'office. C'est donc qu'il présente à cette époque, peut-être de façon ponctuelle, en tout cas il présente cette situation de dangerosité psychiatrique. Mais après 17 jours d'hospitalisation, Anton Ternic ressort libre. Et il est plus déterminé que jamais à atteindre son but, convaincre sa femme de renoncer au divorce. Plusieurs personnes dans l'entourage de Chantal Ternic font état d'un ultimatum, en quelque sorte, que celui-ci ferait peser sur sa femme, et au terme duquel elle était tenue de renoncer à sa procédure de divorce. Ultimatum qui devait expirer le 1er avril. Autrement dit, la veille de la mort de Chantal Ternic. Évidemment, la coïncidence entre cette date et la proximité avec les faits vient peser maintenant très lourdement sur Anton Ternic. Nous avons entendu parler par ma sœur d'un ultimatum que Ternic lui aurait imposé, mais nous n'avions aucune idée, je pense ni elle ni nous, de ce en quoi pouvait consister cet ultimatum. Mais avec le recul et après ce qui s'est passé, nous nous apercevons qu'en fait, l'ultimatum, c'était un degré supérieur dans la violence, et après des agressions physiques, psychologiques, répétées et croissantes, il ne restait plus effectivement que quelque chose de beaucoup plus grave. Chantal Ternic a été retrouvée pendue 2 jours après la date de l'ultimatum imposé par son mari. Pour les enquêteurs, le scénario du drame conjugal commence à supplanter la thèse du suicide. Ternic s'est rendu compte que sa femme n'allait pas céder à son chantage. Et Ternic a compris que de ce côté-là, il n'y avait plus rien à faire. Il est bien évident qu'à ce moment-là, l'enquête prend un autre sens. Il est supposé que Ternic puisse mettre à exécution cet ultimatum. Il est temps pour les enquêteurs de convoquer Anton Ternic afin de l'interroger. L'autopsie ayant situé la mort dans la nuit du 2 au 3 avril, l'homme est d'abord questionné sur son emploi du temps ce soir-là. Il explique qu'il a passé la journée du 2 à Toulon, chez une amie où il est hébergé depuis qu'il est séparé de sa femme. Puis, vers 21 h, il a reçu un appel de ses jumeaux, inquiets de l'absence de leur mère. Comme les enfants réinsistent et réappellent pour dire qu'elle n'est toujours pas là, alors il consent à aller au commissariat pour faire une déclaration d'absence de leur mère. C'est alors que vers 23 h, au moment où Anton Ternic quitte le commissariat de Toulon pour rejoindre ses fils à Sanary-sur-Mer, il est interpellé au volant de son véhicule parce qu'il est porteur d'un téléphone portable. Et que lorsque les enquêteurs lui demandent de bien vouloir cesser sa conversation, il la poursuit de façon extrêmement ostensible. Immédiatement, l'homme est arrêté et conduit au poste de police. Libéré à minuit, il déclare être ensuite rentré chez lui, ce qui est confirmé par la personne qui l'héberge. Anton Ternic a donc un alibi et il nie toute implication dans la mort de sa femme, qu'il affirme ne pas avoir revue depuis le 27 mars, soit 6 jours avant les faits. Pour lui, il s'agit d'un suicide, et ce suicide, trouve pour responsable la famille de sa femme, qui finalement n'a pas su la préserver, n'a pas su l'aimer comme lui a su l'aimer,
et l'a conduit finalement dans cette dépression et au suicide. Voilà ce que sera, en synthèse en tout cas, la défense d'Anton Ternick. Au fil des semaines, l'enquête ne permet toujours pas d'étayer la thèse du meurtre. Le dossier est donc délaissé pendant plusieurs mois, jusqu'en décembre 2005, soit 2 ans et demi après les faits, quand le juge d'instruction chargé de l'affaire décide de dessaisir le commissariat de Sanary-sur-Mer. L'enquête n'avance pas. Les investigations ne sont pas mises en œuvre dans un délai suffisant. Il y a toujours dans ce type de procédure une course contre la montre, parce qu'il y a une très grave déperdition des éléments de preuve. Il faut aller très vite, et en l'espèce, on va au contraire très lentement. Pourquoi? Sans doute parce qu'en réalité, les enquêteurs restent un petit peu figés sur le sentiment qu'ils ont eu au départ. L'enquête reste focalisée sur le suicide et on ne croit qu'au suicide. Le juge d'instruction décide de confier l'enquête à la Sûreté départementale de Toulon. Et c'est le commandant Claude Martinez qui est alors chargé de reprendre tout le dossier à zéro. J'ai pris connaissance de la doc et puis dans les jours qui ont suivi, que j'ai vu que c'était un peu une drôle d'affaire. Le commandant Martinez sent bien que la mort de Chantal Ternick recèle de nombreuses zones d'ombre. Mais il n'a que très peu d'éléments matériels pour percer le mystère. Le policier décide alors de réexaminer les photos prises par le médecin légiste lors des toutes premières constatations. Et aussitôt, un détail l'interpelle. Le nœud de la corde au niveau de la balustrade lui paraît très sophistiqué. Et moi, ce que je voulais savoir, c'était justement ça, ce nœud-là, pourquoi il avait été fait comme ça, faire parler ce nœud. L'enquêteur sollicite alors l'avis de Roger Pin, un moniteur de voile expert en nœuds marins. Quand on m'a montré le nœud en question, j'ai vu tout de suite que c'était un nœud 2 tours avec une demi-clé et que ça ne pouvait être qu'une personne habituée à faire ce nœud-là. C'est un nœud marin. Les proches de Chantal Ternick sont aussitôt interrogés à ce sujet. Et tous affirment qu'elle était incapable de faire un tel nœud. Elle ne savait pas faire les lacets à ses enfants. Et elle avait donc non seulement trouvé des scratchs, mais quand ils avaient des chaussures à lacets, ce n'est pas elle qui faisait les lacets, c'est la grande sœur. Ce qui veut dire que si elle était montée, si elle s'était pendue toute seule, elle n'aurait pas fait un nœud comme ça, déjà. Et donc ça sous-entend qu'il y a obligatoirement quelqu'un qui l'a accroché. Mais l'expertise de Roger Pin apporte d'autres éléments essentiels. C'est un nœud à serrer. Ça veut dire que ce nœud, lorsqu'il a été fait, il y avait un poids à l'autre bout. Plus le poids est important, plus l'attraction est forte, plus le nœud se serre. La corde aurait donc été attachée à la balustrade alors que le corps de Chantal Ternick était déjà pendu à l'autre extrémité. Et ce n'est pas tout. Sur les photos de la scène, un autre nœud interpelle Roger Pin. Le nœud du peignoir m'a tout de suite étonné. Il est complexe parce que c'est comme faire un nœud de cravate. Il y en a beaucoup qui ne savent pas faire un nœud de cravate plat. Là encore, les proches de Chantal sont interrogés. Je montre les photos, je regarde le nœud, j'ai dit mais c'est impossible. Elle, quand elle se faisait le nœud de son peignoir, c'était un nœud très simple, en 2 secondes, aucune technicité. Qui plus est, la boucle de ce nœud semble être à l'envers. Si elle avait été faite par la défunte, cette boucle aurait été nouée dans l'autre sens. Il semblerait que ce soit un nœud qui ait été fait par une personne se situant en face de ma sœur, et non pas ma sœur elle-même, compte tenu des sens du nœud. 2 ans et demi après la mort de Chantal Ternick, de nouveaux indices essentiels apparaissent donc en faveur de la thèse de l'assassinat. C'est quand même un choc dans cette enquête qui va, à partir de ce moment-là, nécessairement basculer. Elle va nécessairement basculer et s'orienter plus
vers un crime, puisqu'il est avéré que Chantal Ternic ne pouvait pas faire ce film. C'est que quelqu'un d'autre les a fait. Et si quelqu'un d'autre les a fait, c'est qu'il y avait quelqu'un d'autre là. Et si c'est quelqu'un d'autre là au moment du décès, c'est nécessairement l'auteur du meurtre. Les policiers s'interrogent. Chantal Ternic a-t-elle été tuée par son mari, qui a ensuite maquillé le meurtre en suicide? Et si c'est le cas, comment le prouver? Lorsque l'on veut simuler un crime en une pendaison, il n'y a pas 25 façons. Soit c'est l'endormissement chimique, soit c'est l'endormissement traumatique. C'est-à-dire c'est un grand coup sur la tête pour que la personne perde conscience, soit c'est une dose de produits qui font que la personne ne puisse pas se débattre. Pour rechercher d'éventuelles traces de violence ou de drogue, le juge d'instruction ordonne une nouvelle autopsie. Fait rarissime, le corps de Chantal Ternic est donc exhumé pour la seconde fois. Alors quand on fait une exhumation 3 ans après, on retrouve que des os et un petit peu de tissu. Et sur ces tissus, on peut faire des analyses, on peut faire de l'anatomopathologie, on peut faire de la toxicologie. Le médecin légiste commence par s'intéresser à l'os hyoïde situé au niveau du cou. Lors de la première autopsie, cet os avait été retrouvé intact. Mais cette fois-ci... Alors là c'est très clair, c'est-à-dire qu'on a un os hyoïde qui est en 2 morceaux. Les conclusions de la première autopsie étaient-elles erronées? Pour préciser l'origine de cette rupture, un examen plus approfondi est immédiatement ordonné. L'examen anatomopathologique précise que c'est post-mortem. C'est-à-dire que c'est la décomposition qui a entraîné le fait qu'il soit en 2 morceaux. Et c'est pas traumatique. C'est donc bien un phénomène naturel d'usure qui est à l'origine de la cassure de cet os. Le légiste poursuit l'autopsie par l'examen interne du crâne. Et il ne peut que constater l'absence totale d'hématome. Si on avait eu un hématome, ça aurait montré qu'elle a eu un coup violent sur la tête quand même. Ça aurait pu dire que, étant inconsciente, on l'a suspendue. Chantal Ternic n'a donc pas été assommée avant sa mort, mais elle a pu être droguée. Pour le savoir, ses cheveux sont prélevés en vue d'une analyse toxicologique. On est avec des prélèvements qui ne sont pas forcément de très bonne qualité. Néanmoins, on va trouver des toxines, ça c'est sûr, mais des toxines de putréfaction qu'on identifie très bien. Et on ne va pas trouver des toxiques. Malheureusement, ces résultats ne permettent pas de dire avec certitude si Chantal Ternic était sous l'emprise d'un produit chimique au moment de sa mort ou pas. Le rapport est très clair. Les éléments négatifs ne veulent pas dire qu'il n'y a pas eu empoisonnement ou, je dirais, ingestion ou inhalation de produits. Mais 3 ans après, ça ne veut rien dire. On constate qu'il n'y a rien, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu. Le juge d'instruction demande également au médecin légiste d'examiner les photos prises lors de la découverte du corps. Et là, contrairement aux premières conclusions, les experts vont nous dire que la façon dont on a retrouvé le corps ne correspond en rien à ce qu'ils ont pu rencontrer dans les cas de pendaison volontaire qu'ils ont eu à connaître. C'est totalement vrai que ce pied qui remonte sur la chaise est inhabituel, mais on peut tout voir. On peut tout voir, y compris ce pied qui remonte sur la chaise. De plus, l'expert constate que la chaise en plastique n'est pas renversée, comme c'est pourtant le cas dans la plupart des suicides par pendaison. Quand vous mourrez, vous bougez beaucoup. C'est ces mouvements très, très actifs là, qui fait qu'on pousse un peu la chaise. Le pied droit, posé sur la chaise, aurait donc dû la faire tomber. Le médecin légiste est également chargé de repréciser le moment probable du décès de Chantal Ternic. Et là encore... Le deuxième légiste va donner un élément d'appréciation de l'heure de la mort qui est totalement différent. Parce que la première fois, il y avait eu l'heure de la mort se situait dans la nuit. Et là, le légiste va dire non, il est possible que l'heure de la mort soit reportée dans l'après-midi. Cette constatation liée à l'horaire
possible du décès va totalement réorganiser et réorienter les investigations qui vont être conduites. L'enquête s'était arrêtée s'agissant de l'alibi évoqué par Anton Ternick. C'est plus le cas du tout. En effet, quand les enquêteurs avaient vérifié l'emploi du temps d'Anton Ternick, c'était uniquement pour le soir présumé du drame. Et là, l'enquête va commencer à s'interroger sur l'emploi du temps qui a été le sien durant tout l'après-midi qui conduit jusqu'au soir. Les policiers vérifient un par un tous les éléments recueillis lors de la première audition d'Anton Ternick. Au début de l'enquête, l'homme avait déclaré avoir passé la journée du 2 avril à Toulon chez une amie qui l'hébergeait. Mais cette fois, 3 ans après les faits, une expertise en téléphonie est demandée. Et les enquêteurs vont avoir une chance inouïe. Je vais réussir à obtenir au dernier moment les réquisitions parce que à quelques jours près, tout était effacé. Et là, je vais pouvoir faire des recoupements avec les cellules. Quand vous déplacez avec un téléphone, on sait où vous êtes, hein, vous êtes là-bas, vous déclenchez des relais. Et donc là, je vais voir tous les relais qui déclenchent. Et quand le policier épluche en détail cette géolocalisation, c'est le coup de théâtre. Alors l'enquête révèle que le portable de Ternick a borné aux environs de la villa de ma sœur le jour de sa disparition, donc le mercredi 2 avril, vers 13h39. Monsieur Ternick se trouve dans le secteur. Il est venu, il a fait un tour, il est resté là, qu'est-ce qu'il a fait? À cette heure-là, Chantal Ternick était seule à son domicile. Ses jumeaux étaient déjà partis à la plage. Mais quand il examine ensuite les relevés téléphoniques de la victime, le commandant Martinez fait d'autres découvertes troublantes. La première, c'est que le téléphone de la victime, l'après-midi du 2 avril, est coupé à compter de 14h11. Nous n'avons pas d'explication à ce moment-là qui puisse justifier le fait qu'elle ait éteint à ce moment-là. Pas de réponse là-dessus. Deuxième élément, plus troublant encore, c'est que de façon quasi concomitante, à 14h32, toujours le 2 avril, c'est le portable d'Anton Ternick qui lui-même est désactivé. C'est-à-dire qu'il y a là une coïncidence à tout moins troublante, portant sur le fait que ces deux téléphones sont désactivés quasiment au même moment, en tout cas dans une période très proche. À partir de cet instant, Chantal Ternick ne donnera plus aucun signe de vie. Pour les enquêteurs, la priorité est désormais de réinterroger Anton Ternick. Confronté au relevé téléphonique qui le localise à proximité de la villa à l'heure présumée de la mort de sa femme, l'homme livre aux enquêteurs une nouvelle version de son après-midi du 2 avril 2003. Il va dire, ben oui, effectivement, c'est vrai. J'y étais, je suis allé voir mes enfants qui faisaient du surf dans une crique pas très loin, où ils avaient l'habitude d'aller. Pour vérifier ces déclarations, les jumeaux sont immédiatement interrogés. On entend les enfants, qui ne se souviennent pas avoir vu leur père ce jour-là. Et encore moins dans les circonstances que lui décrit. Savoir qu'il se serait approché du bord de mer où ces derniers se trouvaient. C'est alors qu'Anton Ternick change à nouveau de version pour expliquer sa présence sur les lieux du drame. En fait, ça lui revient. Il a visité une amie, précisant même qu'il était allé acheter quelques pâtisseries dans la boulangerie dans laquelle il avait ses habitudes. Mais la personne en question, interrogée par 4 fois au cours de l'instruction, dit qu'elle ne l'a pas vu ce jour-là, qu'elle est absolument persuadée parce qu'elle connaît parfaitement son emploi du temps de ce jour-là. Quel peut être l'intérêt d'Anton Ternick d'inventer une visite chez une amie? On a un peu le sentiment d'une fuite en avant dans son propos, parce que jusque-là, on est habitué à quelqu'un d'extrêmement sûr dans la façon qu'il a de conduire sa défense. Et là, on a quand même le sentiment d'une certaine pagaille. Persuadés que leur suspect va finir par craquer, les policiers le confrontent à un autre élément révélé par l'expertise en téléphonie, le fait que son portable soit resté éteint entre 13h39 et 15h22, l'après-midi du drame. Il va reconnaître qu'il lui arrive exceptionnellement de couper le portable
C'est-à-dire lorsque ça peut être gênant. Alors, gênant en quoi? En l'espèce, ne sera pas en mesure de donner une réponse sur le motif qui l'a conduit à l'éteindre le 2 avril dans l'après-midi. Il est encore une fois dans un principe d'affrontement en réalité avec l'enquête. Quand les éléments ne lui plaisent pas, il passe outre. Quand un élément ne le satisfait pas, il l'écarte. Les enquêteurs ont désormais la conviction qu'Anton Ternic est impliqué dans la mort de sa femme. On estime maintenant que l'on peut raisonnablement penser qu'il est l'auteur direct du meurtre de sa femme. Je crois que la messe était dite pour les enquêteurs. Ils avaient le coupable, ils avaient le meurtrier de Chantal Ternic. Le 2 mars 2006, soit 3 ans après la mort de sa femme, Anton Ternic est mis en examen pour meurtre. Toujours en quête d'indices susceptibles de confondre formellement Anton Ternic, le juge d'instruction ordonne une expertise ADN sur la corde qui a servi à la pendaison. En la manipulant, le meurtrier y a peut-être laissé l'empreinte de son passage. Au niveau de la peau, vous avez des cellules de desquamation de la peau qui se renouvellent périodiquement chez tout individu. Et ce sont ces cellules que l'on va analyser. Malheureusement, les prélèvements réalisés sur la corde ne permettent pas de révéler la moindre empreinte génétique. La corde est un support difficile parce que c'est un support qui est tressé à partir d'éléments filandreux et qui vont créer beaucoup de niches à l'intérieur de ces structures et dans lesquelles vont se nicher justement des brins d'ADN. Et ces éléments tressés vont éventuellement abîmer énormément les cellules et rendre l'ADN, je dirais, quasiment inopérant. Autre explication, le meurtrier a peut-être évité de laisser sa trace. Il serait possible d'imaginer que cette corde aurait pu être touchée par une personne qui avait des gants, qui avait pris toutes les précautions qui permettaient dans ce cas-là de ne pas pouvoir détecter correctement l'ADN. Un mois après la mise en examen d'Anton Ternic, une reconstitution est organisée en sa présence, à l'endroit même où le corps de sa femme a été retrouvé pendu. Les policiers espèrent que cette reconstitution permettra d'apporter de nouvelles preuves accablantes de sa culpabilité. On peut s'apercevoir à ce moment-là d'éléments qui nous ont peut-être échappé ou des éléments qui peuvent être soit confirmés, soit infirmés. Donc c'est important. Avant même que la reconstitution ne démarre, les enquêteurs font une première découverte. Sur la balustrade en bois, à l'endroit précis où la corde de pendaison était nouée, ils relèvent des traces suspectes qui n'avaient jamais été remarquées jusqu'à présent. Et en se penchant, on voyait bien que c'était incurvé, que c'était des traces de pesée en fait. Ce sont des traces qui sont laissées par un outil, parce que l'outil étant en fer, le bois étant plus tendre, donc il va y avoir une empreinte qui va rester lorsqu'on exerce une force sur cet outil et sur le bois. C'est le principe du levier. Pour le commandant Martinez, cette marque de levier métallique sur le bois de la rambarde est la preuve matérielle que Chantal Ternic ne s'est pas pendue toute seule. Pour qu'il puisse y avoir ces traces de pesée, il faut qu'il y ait un poids assez conséquent au bout du nœud, parce que s'il n'y a pas de poids, on ne peut pas faire ces traces d'empreintes. Et quel pourrait être ce poids sinon ma sœur? Et à ce moment-là, qui pourrait être à l'œuvre au niveau de la rambarde avec l'outil, si ce n'est l'assassin de ma sœur? Les enquêteurs demandent ensuite à une doublure de même taille et de même corpulence que Chantal Ternic de se positionner debout sur la chaise et de se passer la corde autour du cou. Et soudain, à la stupéfaction générale, on constate qu'en réalité cette corde était trop courte pour pouvoir servir à la pendaison telle qu'elle est décrite. Elle ne peut pas attraper la corde en la replaçant exactement dans les conditions où la corde a été trouvée, le nœud qui avait été fait, etc. La corde est trop courte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne s'est pas pendue. Un dernier élément finit de corroborer le scénario criminel,
au moment où la doublure, habillée avec le même peignoir que Chantal Ternic, finit de mimer la pendaison. Lorsqu'elle a rebaissé les bras, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de plis, puisque au moment où on lève les bras, il y a un mouvement de tout le peignoir qui se fait vers le haut, par les épaules. Et lorsqu'on rebaisse les bras, il y a des plis. Et on a trouvé ma sœur avec un peignoir ne présentant aucun pli. Donc ça voulait bien dire qu'il y avait intervention d'une tierce personne et une mise en scène. Tout au long de cette reconstitution, Anton Ternic reste de marbre. Ternic reste sur ses positions bien campé, conteste tout. En fait, c'est une machination contre lui, de son beau-frère, de la justice qui se laisse avoir, emportée par la partie civile, etc. Il ne peut rien présenter. Il ne peut présenter que ça, mais ça, c'est pas suffisant. En revanche, pour le frère de Chantal Ternic, également présent, cette reconstitution est un véritable soulagement. On a l'impression qu'on a une bouffée d'air et qu'une porte s'est ouverte sur la vérité et personne ne trouve rien à contester à ce moment-là. Les enquêteurs disposent désormais de solides éléments à charge pour démontrer la culpabilité d'Anton Ternic. Mais ils sont aussi persuadés que son geste criminel a été prémédité. On ne peut pas dans un même temps imaginer une sorte de fureur qui conduit à un passage à l'acte impulsif et dans le même temps de tels trésors de décors qui vont conduire à préparer très délicatement, avec la tête froide, la scène de crime qui va être maquillée en suicide. Il y avait bien avant tout cela une volonté criminelle. Au vu de tous les éléments recueillis au cours de l'enquête, une séquence criminelle se dégage. Il s'est introduit dans la villa, soit avec un double des clés, soit en persuadant ma sœur de lui ouvrir. À ce moment-là, il l'a attirée dans l'appartement qui était inoccupé pour pouvoir discuter librement avec elle. Il va s'assurer que les enfants ne sont pas au domicile. Il étouffe ou il étrangle, on ne sait pas. Elle est inanimée. Il lui passe la corde autour du cou à l'étage et puis il la fait descendre délicatement, si on peut employer ce terme, doucement, pour ne pas la faire tomber d'un coup. Le 1er mars 2007, soit 4 ans après les faits, Anton Ternic est mis en examen pour assassinat, autrement dit meurtre avec préméditation. Malgré leurs convictions, les enquêteurs savent qu'en l'absence de preuves matérielles et d'aveux, l'issue du procès s'annonce incertaine. 15 ans après la mort de Chantal Ternic, son souvenir laisse un voile noir indéfectible sur le cœur de tous ceux qui l'ont connue. Notre prochaine étape, c'était être grand-mère toutes les deux. En 2040, toutes les deux. Pour moi, ma sœur est toujours là, même si je ressens son absence de manière extrêmement cruelle. Et si son absence m'empêche d'être moi-même et de vivre ma propre vie, je garde toujours la même image, l'image de mon âme sœur, dont j'étais extrêmement proche, et je garde l'image d'une personne qui a été empêchée de vivre.